Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux et remercier Jean-Pierre Kunz qui va m'accompagner. On va faire un dialogue, c'est un peu original et on a travaillé plusieurs fois ensemble. Et je remercie aussi Bernard et la mairie de Pinsac, Leïla Sanchez-Nagem et Régis qui est là pour m'avoir accueilli, avoir accueilli mes mots. On va tout de suite commencer, il n'y aura pas trop de discours. Il veut la lumière. Oh, il a besoin de la lumière. Ah. Amour. En passant devant le musée d'Aquitaine, il m'est revenu un souvenir. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Je tenais la main de mon père. Je vivais seul avec lui depuis le décès de ma mère. On déambulait dans les années du musée. À un moment, je trébuchais. Une main me retint à l'instant où je basculais dans l'escalier. Mon père, très confus, balbutiait des remerciements sans pouvoir quitter des yeux la femme qui m'avait retenu. Elle ne bougeait pas, silencieuse, et elle disparut brusquement. Il me gronda, comme à son habitude, me reprochant de ne pas m'intéresser aux collections et de ne pas pouvoir rester en place. Il ne supportait pas, depuis le décès de maman l'année précédente, tout ce qui lui paraissait être un acte d'indépendance ou d'opposition à la discipline de fer qu'il nous imposait à tous les deux. Lever aux aurores, promenade avec Toby, l'épagnol breton, quel que soit le temps, déjeuner frugal, course jusqu'à l'école où je passais la journée. Il me récupérait tard. Je restais souvent seul ou parfois avec une copine de classe, Fanny, qui, elle, n'avait que sa mère. On a souvent imaginé nos parents se mettre ensemble pour ne plus nous quitter, mais cela ne s'est jamais fait. Un soir, c'était 2 ou 3 mois après la visite du musée, il vint me chercher plus tôt. Nous ne rentrâmes pas tout de suite. Il m'amena au jardin public. J'aimais bien y aller. Il me racontait l'histoire des arbres qui s'y trouvaient. Il semblait nerveux et heureux ce soir-là. Nous allâmes directement nous asseoir à une table où l'attendait une femme. C'était la femme du musée. Je la reconnus tout de suite. Elle s'installait, 1 mois après, chez nous et dormait dans la même chambre que papa. En 6e, j'allais en pension à Tivoli. Papa disait qu'il ne pouvait plus assurer mon suivi scolaire, que les jésuites s'occuperaient bien de moi. Je n'ai jamais été très proche de mon père. Dans les dernières années de sa vie, nous nous sommes un peu côtoyés. J'enseignais au lycée Magendie, littérature française. Lui était passionné par Victor Hugo, le siècle d'Hugo, comme il nommait la période romantique. Nous avions des échanges parfois houleux sur Stendhal qu'il détestait. Plus tard, j'ai eu un grave accident. Il ne l'a jamais su. Il était déjà parti 2 ans auparavant. Il n'aurait pas su m'accompagner. C'est Marie, ma belle-mère, qui a tout pris en charge. Elle ne m'a jamais lâché. Je suis certain que c'est grâce à cette chute dans un escalier de musée que je suis toujours en vie. Amour. Extrait.
J'aimais observer les nuages qui défilaient. De beaux cumulus escortés d'énormes cumulonimbus, chargés d'électricité, vaisseaux amiraux d'une flotte nuageuse. J'ai toujours craint les orages. Mes parents racontaient des histoires effrayantes. Enfants foudroyés dans un champ alors qu'ils s'étaient abrités sous un arbre. Boules de feu qui jaillissaient d'une cheminée comme une comète, ricochant sur les objets de la cuisine, ressortant par une fenêtre ouverte pour se perdre dans la nuit. Le cri du gravier sous des pas me tira de ma rêverie. « Comment tu t'appelles ?»« Moi, c'est Nicole. » Je laissai les commandes du navire amiral à mon second imaginaire pour baisser un œil vers cette phrase interrogative. Il y avait, au bord inférieur de la vitre arrière de la voiture, une sorte de chignon qui répétait la question en s'agaçant. « Alors, tu es sourd ou muet ?» Je me rehaussai sur le siège et osai lancer un coup d'œil en direction de l'autorité enfantine de la voix. « Moi, c'est Jean. J'attends mon père. Viens avec moi, dit la voix. » J'étais habituellement très respectueux de l'autorité et, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais dérogé à l'injonction paternelle. J'attendais patiemment en rêvassant. À cet instant, pourtant, le charme de la voix cristalline eut raison en un millionième de nanoseconde de ma soumission. Et, sans vraiment m'en rendre compte, ce sont nos pas qui firent gémir le gravier. Tu n'aurais jamais dû la suivre. La voix de mon père résonnait juste derrière la paroi de mon front. Mais elle était impuissante à me faire obéir. Pour la première fois dans ma courte vie, je faisais l'expérience de la force de l'amour. Sa main gauche tenait maintenant fermement ma main droite. Nous marchions enveloppés d'un halo de brume enchantée. Nos pas ne trahissaient plus la souffrance des gravillons. D'ailleurs, le gravier flottait à quelques millimètres du sol, déroulant un tapis qui suspendait tous nos efforts. Un monde lumineux rayonnait dans nos cœurs d'enfants. Nous descendîmes le chemin caillouteux qui conduisait à la forge, en contrebas du vieux château. Le bruit infernal de la machinerie de l'atelier de tréfilerie, qui produisait encore des pointes longues, fit ricocher le mot dans mon esprit. Infernal. Infernal. Infer. La vapeur, l'odeur du métal chauffé, le bruit assourdissant des machines, le mot surtout, je crois maintenant, eurent raison du charme. Je connaissais Nicole. Elle fréquentait la même école que moi. Dans le village sur la colline d'en face, elle était en grande section de maternelle. Je la voyais sans reconnaître l'enfant timide, toujours vêtu d'une robe bleue délavée, dépassant du tablier rose pâle qui enveloppait les filles d'un anonymat réglementaire. Sans aucun mot, je lâchai sa main. Son regard se tourna vers moi un instant qui dura une éternité. Je la vis s'éloigner, seule désormais, sur le chemin qui menait à la maison que ses parents occupaient, au pied de 2 tours rondes du château. Amour. J'ai entendu une sorte de claquement sec. Je n'ai pas ressenti de douleur sur l'instant. Je l'écoutais, allongé à ses côtés sur ce lit d'une chambre d'hôtel d'une petite ville du bassin. Je l'avais rencontrée à une de ces soirées que nous fréquentions alors. Je l'avais remarquée. C'était difficile de ne pas la remarquer. Elle avait des tenues disruptives, férue de philosophie, radicale tant dans ses propos que dans ses attitudes outrancières. Exagérons était son mot d'ordre, l'étendard que son adolescence dorée lui avait légué. Entre ambassades et consulats que son père conseillait,
Elle avait dressé une cartographie douloureuse des injustices du monde connu. Élevée dans un internat à Cuba, elle était rompue à la critique de l'État capitaliste et excellait en séduction et conversion des enfants d'étudiants américains venus s'exercer à la guérilla révolutionnaire. Le vernissage battait son plein. L'araignée de Louise Bourgeois abritait une foule bigarrée de locuteurs érudits et ennuyeux. Elle était assise, adossée à une sorte de cage, une de ces fameuses cellules que l'artiste construisait comme une représentation de l'espace émotionnel. Le contraste était saisissant entre la couleur criarde, sans aucune harmonie, un vrai défi aux règles d'assemblage chères aux coloristes, et l'austérité érigée en provocation des Cells. Une exposition en 2021 à New York met en perspective le travail de cet artiste avec l'œuvre de Freud. J'avais surtout remarqué un détail, certainement futile, anodin, inquiétant pour l'amateur d'ordre que mon éducation catholique avait érigé en maître sur mon esprit imaginatif. Je pratiquais alors le rugby comme une grande partie des jeunes du Sud-Ouest. Elle portait un haut de forme verdâtre, sur un crâne dont l'hémisphère gauche était rasé. Encore une punk. Ma pensée étalait son dégoût. J'allais passer à autre chose, déjà attiré par le joli visage d'une étudiante en art que m'avait présenté une amie quand j'entendis. « Hé, toi, l'athlète, viens m'aider. » L'impératif de l'ordre fit fondre toute résistance, et sans plus tarder, ma carcasse s'avança vers la source de cet événement. Ainsi m'accueillait-elle en sa demeure. N. Ça demande un peu d'eau. Le claquement d'une porte du pont arrière lui parvenait, assourdi par l'air visqueux que diffusait la vieille climatisation. La scène lui apparaissait dans sa crudité éblouissante. La même pensée assaillait alors sa vision hallucinée de la chambre, désormais souillée par des milliers de taches rougeâtres qui deviendraient brunes au fur et à mesure que le sang de Kelly allait coaguler. Le silence, puis un claquement, assourdi désormais par le bruit de la ville qui ne s'était jamais arrêté de pulser. C'est cette incongruité de la mémoire qui le fascinait depuis son départ précipité de ce port de Cornouailles où Kelly l'avait rejoint. Il lui semblait désormais qu'une éternité le séparait de ce jour de novembre. Ils avaient longuement parlé, elle était décidée à le quitter et le lui répétait avec sa voix douce, aux tonalités fruitées qui l'avaient auparavant charmé. Ce serait leur dernier week-end clandestin. Il revoyait défiler comme dans un rêve le bitume rouge de la sinuosité qui l'avait mené au Havre, où l'attendait le cargo au pavillon lituanien qui avait accepté de l'embarquer. Les lignes, écriture serrée d'une hâte contenue, défilaient sur l'écran du PC. Les fautes, les erreurs de syntaxe, les blancs de la mémoire, calculés ou non, s'ajoutaient à l'échafaudage qu'il construisait avec application, méthodiquement. Il refusait de s'économiser un détail sordide de cette seconde où ils avaient basculé dans la tragédie. Il avait besoin de l'ordre de l'écriture pour tenter de donner un sens à ce qui venait de se passer.
48 heures et 10 minutes le séparaient du corps chaud, soyeux, de la femme que ses caresses faisaient gémir de désir et de plaisir. La coptée, annonça le repas du soir, retentit dans la cabine. Il mit un point-virgule à la phrase que ses doigts gourds tapaient. Le dernier mot que le commandant du cargo lut sur l'écran après la disparition de son unique passager fut silencieux. Il était écrit. Le bruit assourdissant du coup de Beretta 92 FS inox, muni de balles 9 mm Parabellum, me parvint plus tard. Ce n'est que, assis dans la voiture, les genêts défilant le long des fossés, que j'entendis le claquement du coup. Je roulais depuis 2 heures, sans avoir pris conscience que le son était resté silencieux. N. Quelque part en Dordogne, près de la rivière, une plage de galets dessine un arc de cercle. Quelques arbres, des chênes, entourent une clairière. Une tente igloo est fichée au prolongement d'un chemin de Castine. Il fait très chaud. On est en début d'après-midi de juillet. Un jeune homme d'une trentaine d'années se roule une cigarette. Il est là, debout, avec ses cheveux mi-longs, blonds, vêtu d'un short écru et d'une chemise kaki à manches courtes. Tu sais, il fallait bien que je le lui dise. J'avais un peu honte, mais elle ne l'a pas trop mal pris. Une voix féminine lui répond de l'intérieur de la tente. De toute façon, je ne serais pas venu avec toi si tu ne lui avais rien dit. La jeune femme sort. Elle porte un maillot, une pièce noire avec une marque Adidas imprimée à l'angle du décolleté. Elle se penche vers le garçon, l'embrasse tendrement sur la bouche et l'attire vers l'intérieur de la tente dans laquelle ils disparaissent. On entend à ce moment-là un bruit de tracteur. Un homme d'environ 50 ans surgit dans la clairière. Il stoppe son engin et se dirige vers les 2 jeunes qui pointent leur visage hors de la tente. Calmement, il lève vers eux un fusil calibre 12 et tire à bout portant 2 coups espacés de 3 secondes. Sans un mot, il se retourne et repart avec son tracteur. Peine. Il fallait chauffer la salle, c'est fait. Il aimait se promener. Elle a eu peur. On est entre nous, on peut l'attendre. Il faut bien qu'elle subisse la même chose que vous, quand même. Oui, bien sûr. Il aimait se promener. Ils étaient allés sur les bords du canal latéral. Ils avaient pris la A62, étaient sortis à la hauteur de l'Aréole et avaient garé la Zoé devant l'église de Fontenay.
Arrivée à l'écluse numéro 48, elle avait raconté une histoire qu'elle attribuait à la légende du moulin d'Oriol. La bâtisse du XVIIIe étalait ses fenêtres pompeuses sur une façade ouvrière blanchie par le vent et la pluie. Le silence enveloppait les lieux. La voix de Marjolaine cristallisait l'attention de Benoît au point de lui faire froncer les sourcils qu'il avait broussailleux. Un sourire crispé ornait son visage rond de quarantenaire nonchalant. La jeune femme, certaine de son effet, contait une histoire que les meuniers se transmettaient de génération en génération. Le sirocco a séché l'air de cet après-midi d'octobre. Il emportait les phrases qui se fracassaient contre le pont de l'écluse. Quelques mots, durs comme des galets, ricochaient sur les circonvolutions crâniennes de l'homme. Les mois passèrent, un semblant de routine s'était installé. Ils se retrouvaient 2 fois par semaine, toujours chez elle, un vaste appartement rue des Rousselles. Ils allaient dîner en ville, voir un spectacle, un film, et il rentrait chez lui. Au bout de 3 mois, un record pour lui, mais pour elle aussi, lui disait-elle, ils aménagèrent rue de la Rousselle au premier étage de l'immeuble de pierre blonde. Le quartier était animé en journée toute l'année. Un petit commerce artisanal et quelques ateliers d'artistes tentaient de survivre à l'attrait du centre-ville et de la rue Sainte-Catherine. L'été, les touristes empruntaient la rue Classée. Le soir venu, les bars des quais s'emplissaient d'une foule bruyante qu'ils fuyaient en se réfugiant à la campagne, dans un gîte qu'ils louaient sur les berges de l'Eyre. Leur liaison dura 2 ans. 2 ans de calme et de sérénité. Puis un soir, où ils avaient rendez-vous dans un café au Ramblin, quai Richelieu, elle ne vint pas. Il l'appela, la rechercha en vain, elle avait disparu. Il alla même à l'hôtel de police, mais n'étant ni marié, ni pacsé, sa démarche resta lettre morte. Il attendit, laissant des messages inquiets, exacerbés, effondrés sur son répondeur. Il ne comprenait pas. Habitué à maîtriser le jeu, il s'effondra. Au bout d'1 mois d'errance, il reçut une lettre postée d'un pays étranger. Elle lui demandait de l'oublier, lui écrivait qu'ils avaient vécu une histoire merveilleuse qu'elle n'oublierait jamais, mais qui s'arrêtait là. Peine. Pour avoir sillonné la Californie de nuit, je ne la connaissais que sous un voile funèbre. La phrase sortit d'un trait dans un souffle d'une telle intensité que j'entendis un coup de sifflet. Je dus lui demander de répéter les mots très lentement pour en saisir le sens. Elle m'avait sifflé et j'obéissais à l'impératif du déferlement transférentiel qui nous saisit alors tous les deux. Son débit était saccadé, entrecoupé de hoquets et de sanglots, mais elle était intarissable, comme si un barrage venait de céder à l'instant où elle s'était souvenue de cet après-midi de juillet 1965. Elle se voyait sous le soleil qui se réfléchissait sur les pavés de granit gris de la zone de battage que son grand-père avait patiemment préparée l'année précédente. Elle se souvenait du haut de ses 10 ans des beuroux, des limousins, comme il était dit par le journalier qui s'en occupait avec patience et respect. Elle entendait la voix claire de ses frères qui ricanaient en ajoutant qu'ils préféreraient une bonne limousine. Elle comprenait l'allusion sexuelle, mais n'en retenait que le nom de la belle voiture du docteur lorsqu'il était venu soigner sa grand-mère qui venait de se prendre un coup de pied d'un de ses bœufs habituellement paisibles.
Vous avez une belle limousine, disait sa grand-mère, admirative de l'aisance du personnage et envieuse du luxe dans lequel elle imaginait que vivait l'épouse du bon et dévoué praticien. Elle se souvenait des métaphores et des proverbes qui filaient tout au long de la moisson. Le journalier répétait à qui voulait bien l'entendre, « Le pire orage éclate au moment de la moisson ». Elle suspendit son récit en s'entendant prononcer ces mots et éclata de nouveau en sanglots. Il faisait très chaud, mais des nuages noirs assombrirent le ciel, un hurlement retendit comme claque le fouet. J'eus le temps de voir très nettement, comme suspendu à un fil du temps qui ne s'écoulait plus, la grande carcasse de mon grand-père vaciller sur elle-même, puis se vriller et d'un seul coup chuter massivement, sans aucun bruit, tant le déchirement du cri de ma grand-mère avait pénétré dans mon esprit, le coupant en deux. Je voyais le ciel. J'entendais le tonnerre résonner dans la vallée le long de la falaise blanche et rien d'autre. C'est la première fois que je visualise la scène. Je me souviens des obsèques. Mes parents étaient là, mes frères avaient parlé au pupitre de l'église, elle était glaciale. Ils avaient lu le psaume 85. « Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. » Joie. Dès qu'il fut un âge de voyager, il se rendit toutes les vacances scolaires sur le caillou battu par les vents et les embruns de l'ouest. Il avait sa chambre à l'hôtel et aimait la sensation d'isolement qu'il ressentait au bout de 2 jours. Il lisait beaucoup et révisait ses examens. Il fit des études brillantes qui lui permirent de devenir pédiatre. Il revint toute sa vie au moins 2 fois par an sur le Peeble, le caillou comme il appelait l'île dès qu'il posa en pied. La dernière lettre qu'il reçut de sa mère était datée du 5 juin 1982. Elle écrivait « Très cher Paul, je suis fier de ton parcours et j'attends toujours avec sérénité ta venue sur notre caillou. L'autre jour, un beau voilier a accosté. Une très jeune femme en est descendue. Elle a fait le tour de l'île avec sa fille qui devait avoir une dizaine d'années et a pris une chambre pour 2 nuits. Elle m'a dit s'appeler Simone Verdier. Nous avons parlé. Elle voyage d'île en île et écrit un livre qui parlera des îles qu'elle a rencontrées sur la mer. Elle m'a dit, souvent pensé, que les îles étaient là pour que la mer se sente moins seule. En partant, sa fille m'a laissé un bout de papier où était écrit un poème. Lors d'une pause, nous écoutons à nouveau la voix d'alto de cette cantate. Il n'y a plus de géographie qui compte plus de marches essoufflées, ni d'ambition vers des buts encore lointains par des sentiers et des falaises. Seul, un bel écho d'éternité dans la musique de Jean-Sébastien, au-delà des aventures et des territoires de notre île. Joie. La salle nue recevait un homme léger, ses mains, les deux, en mouvement aérien, dessinaient des arabesques sonores que l'ouïe décalée absorbait. Transformées en un flux, les ondes, par des routes improbables, coloraient la palette visuelle de sensations vibratoires. La couleur, chaude, écrasée par le soleil de Malaga, inondait le sol visqueux de la soirée pluvieuse, froide, de ce village du Lot. La foule compacte, engoncée dans des vêtements trop chauds, transpirait de bonheur au rythme des vagues harmoniques. Mélancoliques et joyeux, les récits communs, familiaux, amicaux, tous puisés dans un idéal océanique, inondaient les corps animés de mouvements maintenant syncopés,
harmonieux et reconnaissant. Plongés dans cette rêverie fusionnelle, les instruments dialoguaient, libérés de la pesanteur de l'âge, du sexe, de la honte et des remords. La guitare de Kiko Ruiz, comme ses amis l'appellent, menait la danse, douce, précise, parfois mélancolique. En soutien, les percussions de Jean-Manuel Cortez donnaient la profondeur du chant, le rythme de la dramaturgie ou de la comédie humaine qui se jouait avec nous. La contrebasse malicieuse, délicate comme peut l'être un éléphant qui danse, vibrait sous les doigts de Jean-Pierre Kunz. Quant au gracieux violon de Sabrina Mosché, il déversait des fleuves d'amour, enveloppait la sonorité des altérations qui égayaient la guitare magique du compositeur de Ama la Vida. Ibérico introduisit le concert, ouvrant la porte du flamenco et du récit épique, habile, ancestral d'une Andalousie passionnée et tendre, comme sait l'être l'auteur d'Héloïse. Un hommage à ma fille, dira-t-il. Le concert est bien rodé, jusqu'à une standing ovation qui masque mal la peur de se séparer, de quitter le cercle magique que les notes ont dessiné autour des spectateurs. L'enchantement que s'est créé la musique a opéré ce soir-là. Le charme du flamenco moderne coule désormais dans la longue mémoire musicale de Souillac que le jazz caresse chaque année en juillet lors du festival. L'article de la Dépêche se terminait par ces quelques mots. La photo du quatuor resplendissait dans la lumière que l'objectif du photographe avait su capter. Donc, comme vous avez compris, cette performance parlait du livre Amour, haine, peine, joie, qui a été publié en 2024 et qui a été sur l'affiche lorsque nous en avons parlé avec Leïla. Voilà, je vais continuer là en vous présentant deux textes d'un nouveau livre que j'ai écrit et auto-édité sous le nom de Jean Punier, qui était le nom de famille de ma mère. Voilà, c'est un livre particulier qui a une histoire assez tragique au fond, mais qui a été une façon de pouvoir avancer dans la tourmente, comme on dit en méditation. Todd Kabat-Zinn, il dit ça, avancer dans la tourmente. Je vais lire deux textes et puis après, on fera ce qu'on veut après. C'est un texte que j'ai montré à mon éditrice, qui m'a dit « C'est un très beau texte sur ce qu'est l'inspiration d'un auteur. » Nulle part où aller. Les yeux fermés, l'esprit se cogne contre le noir. Il n'y a nulle part où se réfugier, même pas de terreur. C'est en deçà que tout se passe. Juste la douleur, la fatigue parfois, des morceaux de corps, là où la douleur fait dire leur nom, les pieds enflés, le cœur qui bat la chamade, la langue dure, le ventre en feu, le dos fleuri. Et l'arbre qui a poussé sur son dos. Les passeurs. Un homme âgé et deux enfants qui pêchent au bord d'une grande eau qui fuit vers le sud. Elle et ces eaux qu'elle a perdues hier. Une nuit sans étoiles, et même pas un petit cri, si bien qu'elle le crut mort. Et elle cria. Ensuite. Enveloppée d'un pauvre pan de jupe, elle traversa le noir. Il n'y avait plus de limite au lieu. C'était un lieu qu'elle n'avait jamais connu. Une douce chaleur coulait entre ses cuisses. Et là, c'était rouge. Du sang. Puis il y eut de nouveau la nuit, et la faim, et la soif qui n'en finissait pas. Puis l'homme, le vieux, avec une main calleuse, dur comme le bois,
Il lui tendit de l'eau de la grande rivière. Il venait de le dire, c'était de l'eau de la grande eau. Il l'a nommée, elle qui n'avait pas encore de nom, comme s'il la baptisait. Il lui a dit, « Tu es belle, ma liesse ». Elle s'est appelée Aliès. Ce fut son nom pour toujours. L'enfant. Aliès, elle dit se nommer ainsi. C'est un vieux, un passeur qui l'avait nommé. Entre. L'enfant. Aliès, elle dit se nommer ainsi. C'est un vieux, un passeur qui l'avait nommé. Et l'eau profonde coulait sous le fond humide de la barque. Et l'eau était très profonde, très. Elle jouait avec ses doigts. Elle avait 2 mains potelées comme les mains de bébé. Et 2 pieds, noirs dessus, roses dessous. Il disait cela en riant, en lui faisant des bisous sur ses 2 pieds qu'il tenait dans une seule de ses mains calleuses, dures comme le bois. « Aliès, tu me mets en joie !» Et elle éclatait de rire. La nuit, elle dormait. Le jour, elle riait. C'est ce que tu disais en parlant d'elle. Il y a longtemps. Dis-moi encore quand le vieux, il me tenait des 2 pieds, les 2 pieds. Je te le dirai demain. Dors maintenant. Mais tu sais bien que la nuit, je coule. Je vois le noir qui fuit de mes doigts. J'essaie de l'attraper, mais je n'y arrive pas. Alors, j'ouvre les yeux, et il y a ce noir qui rentre partout dans ma pensée. Tu as encore fait un cauchemar, tu me disais alors. Et je me serrais contre ton corps chaud, et tu étais là, et le noir était parti. Et le noir est parti, je crois. C'est un texte qui a été inspiré par la lecture d'un très très beau livre de Toni Morrison qui s'appelle Beloved. Donc on va terminer le 7 sur un texte, chacun reconnaîtra, se reconnaîtra. Un ami lotois. Un ami lotois anime une association dont l'objet est la conservation de la mémoire locale des films du Genièvre. Il m'a parlé d'un reportage qu'il a effectué il y a quelques années. Il avait interviewé des villageois qui avaient assisté à la construction d'un pont de chemin de fer en Corrèze au début du XXe siècle, le viaduc des Rochers Noirs. Rien que le nom donnait des frissons. J'imaginais la sueur et le sang des ouvriers enchaînés à des méthodes de construction ancestrales, soumis à des cadences que le progrès et l'industrialisation des hauts plateaux corréziens rendaient urgents. L'histoire locale, une partie de ma famille est originaire de Corrèze, s'ouvrait devant moi. Longtemps resté en jachère, le sujet est remonté, alors que je séjournais chez mon fils à Brest. Le crachin breton avait eu raison de mes envies de randonnée. Le sentier des douaniers, détrempé, refusait de se laisser fouler par mes jambes fatiguées. J'écoutais sur le site hébergeur mon ami interviewer des habitants des environs du chantier, où d'anciens ouvriers avaient participé à cette aventure ferroviaire et technique. Les voix enjouées, manifestement heureuses de se délier pour cet étranger, qui leur assurait qu'ils conserveraient la mémoire de leurs histoires singulières, était agréable à entendre. Le viaduc enjambe la Luzège, affluent de la Dordogne. Sa construction a duré environ 2 ans, entre 1911 et 1913. Il a été inauguré en grande pompe par le président Raymond Poincaré. Initialement construit pour relier Ussel à Tulle par la voie de chemin de fer, il est depuis classé au titre des monuments historiques. Longtemps resté désaffecté pour des raisons de sécurité, la mode de la randonnée lui a dernièrement redonné une nouvelle jeunesse. Les témoignages recueillis sont l'occasion pour moi de découvrir un pan méconnu de l'histoire du transcorrézien, comme les gens du coin appellent familièrement le taco, que les gens du coin appellent familièrement le taco. Il s'agit d'un tramway à vapeur
qui sillonna la campagne corrézienne entre 1913 et 1960, permettant de relier les villages isolés aux villes du département. Paysages tourmentés et escarpés de collines et de gorges, l'édifice qui relie Lapleau à Sourzac culmine à 90 mètres au-dessus de la rivière. Le taco, il était lent, inconfortable et tombait souvent en panne, dit Jeanne. Les filles d'ici, elles ont pris des gars de là-bas. Il n'y a pas eu de mort lors de la construction du pont. Quelques accidents, mais pas de décès. On les appelait les mousses, les jeunes. Ils faisaient ce que les autres ne voulaient pas faire. Un jour, il y en a un gars, ils étaient 3. Il devait avoir 12 ans en 1909. Il est tombé. Il s'est retrouvé avec un bras cassé et un trou dans la tête, mais il n'est pas mort. Il y a le président de la République qui est venu pour l'inauguration. Il n'y avait pas de cabinet, alors le préfet il a fait percer une chaise. On voit la photo sur le livre qui raconte l'aventure du transcorrézien. Ce qui est latent dans le propos, c'est ce qui me frappe dans ces interviews. Nulle malice, nulle autre volonté que de dire, raconter, avec des mots de tous les jours, une histoire personnelle, un point de vue. L'habitude d'écouter les patients a aiguisé mon oreille. Je perçois le non-dit, l'affect latent qui sous-tend le discours. L'expression émotionnelle est rarement verbalisée lors d'un entretien. Même s'il consent à parler, le sujet est confronté à la force répressive des conflits qui animent sa psyché. Le récit se ponctue invariablement par un « c'est tout ce que je peux vous dire » qui, au lieu de clore l'entretien, ouvre un nouveau chapitre. Le récit se déploie par paliers, comme les rails que l'on pose l'un après l'autre sur les traverses de la mémoire qui alimentent le souvenir. Lorsque Jeanne, Alexandre et d'autres évoquent ce morceau d'histoire, la parole se délie. Alors sont parfois formulés des jugements en emporte-pièce, des lieux communs habituellement tus. D'autres émotions, souvent réprimées, surgissent à partir d'étranges digressions. Avec l'anecdote de la chaise percée, Jeanne laisse filtrer un ressentiment partagé par les petites gens vis-à-vis des puissants. Sans s'y attaquer directement, car par nature ou par crainte, on ne critique ouvertement l'autorité que dans certaines circonstances, au comptoir du bar, dans l'intimité du foyer ou lorsque l'alcool délie la langue et la laisse vagabonder hors d'une prison dont les murs sont la soumission à l'autorité, le conformisme, la crainte, mais aussi la constitution psychique. Le surmoi n'est pas toujours au service de la liberté de penser et encore moins de parole. On parle cependant librement des machines, dont le pop-pop commence à envahir l'espace de la campagne. J'imagine l'absence de bruit mécanique. La Loco, une bonne basin fabriquée à Lyon, précise Alexandre, a diffusé le son devenu populaire de l'industrialisation du territoire. Les machines avaient gagné leur droit de cité, et même si le vocabulaire ne s'était pas encore affranchi des signifiants animaliers utilisés pour parler d'elles, une nouvelle voix allait s'imposer dans l'imaginaire collectif, inéluctablement. La mécanisation du vivant prenait un nouvel élan. Ce qui me séduit à l'écoute de ces dizaines d'anonymes, disparus certainement lorsque j'écris ces lignes, c'est leur capacité à décrire simplement, de façon claire et compréhensible, des systèmes complexes. Alexandre parlait du taco comme il aurait parlé d'un ami, avec respect et douceur. Le taco, il a beaucoup travaillé. Je réglais la machine et ça montait doucement. Pop, 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 pop. Le charbon de Champagnac était le meilleur. J'allumais le foyer le soir, il chauffait toute la nuit. Il suffisait d'en rajouter au matin. Le foyer était chaud, on faisait le plein d'eau et la machine fabriquait de la vapeur tout de suite.
Après avoir dit tout le bien qu'il pensait du taco, il attaquait le négatif. Les traverses n'étaient pas bonnes, ça s'ouvrait. Il craignait en permanence les déraillements car il n'était pas bien costaud, disait-il, et les criques étaient bien lourds. Un autre jour, le journaliste interviewait une autre personne. Celle-ci avait parlé des feux, fréquents à cette époque. Ils détruisaient tout sur le parcours du Taco, le long de la Luzège. Un verger récemment planté avait brûlé. Aucune indemnité n'avait jamais été versée aux propriétaires. Le train était pleinement entré dans le paysage mental des riverains. Le Taco, des fois, il soufflait et ahanait pour monter. On voyait la fumée. Si elle était noire, ça voulait dire qu'il chauffait. On voyait même la fumée la nuit, surtout en hiver. Mais l'occasion est donnée de se raconter, de parler de la vie quotidienne à la campagne, en ce début du XXe siècle. Hélène ne s'en prive pas. Une fois qu'on lui a donné le micro, elle ne le lâche plus, pour notre plus grand plaisir. Elle dit être, alors enfant, une des premières à avoir pris le Taco. Elle se souvient des cambuses qui abritaient les ouvriers qui construisaient le pont. Ils étaient 20 par cambuse. Les autres y couchaient dans les granges sur du foin. C'était les années 11 à 13. Le viaduc, il était fini en 13. Poincaré, il l'a inauguré en septembre. Les pierres pour la construction du viaduc étaient extraites du côté de la Borie. Des lourds chevaux de trait menaient les roches brutes à la gare de Lapleau, où elles étaient taillées et convoyées par wagons jusqu'au chantier. Il y en avait qui étaient à l'entretien et qui peignaient les câbles. Il ne fallait pas avoir le vertige. Elle raconte la vie quotidienne à la campagne. Les enfants étaient loués là-haut chez les riches. Son mari avait fait partie de ces jeunes, même pas adolescents, obligés de travailler à la ferme, chichement nourris. La nourriture, c'était dur. Une omelette à l'oignon, c'était rare. À elle, le soir, sa grand-mère lui faisait un bol de lait au chocolat. Elle lui donnait une pompe, une galette de sarrasin, le blé noir que son père récoltait sur son petit lopin de terre. Le dimanche, il se retrouvait sur la place du village, elle se souvient. Le vieux arrivait, il sortait son accordéon et c'était la gaieté. Les filles accouraient, il y avait des gars, c'était le peuple. D'autres fois, je regardais les vieilles faire des cabas de beina avec des tresses de paille de seigle. J'ai aussi entendu un villageois raconter qu'il y avait eu un suicidé qui s'était jeté du haut du viaduc. Et un Espagnol a été balancé par-dessus le garde-fou, par des gars avec qui il s'était chamaillé, rajoute-t-il, alimentant ainsi la légende du viaduc des Rochers Noirs.